Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui je suis en compagnie de Myriam Etier. Bonjour Myriam. Bonjour. Bienvenue et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour parler d'un sujet actuel, la digitalisation RH pour transformer vos processus en opportunités. Avant de commencer le webinaire, quelques mots sur le sommaire et sur les modalités du webinaire. Donc, on est ensemble pour les 45 prochaines minutes qui seront divisées en 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on définira un peu la digitalisation, on donnera du contexte. Ensuite, dans la deuxième partie, on verra pourquoi c'est important pour les professionnels RH aujourd'hui. Et enfin, on verra les solutions, les champs d'application, ce qui est possible de mettre en place pour transformer vos processus RH en opportunités. Ces 3 grandes parties seront suivies de temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps pour vous présenter et interagir entre vous pendant toute la durée du webinaire. Je vois que certains ont déjà commencé à le faire pour nous saluer. Donc, bonjour à tous. Bonjour Sophie, bonjour Florence, bonjour Isabelle, bonjour Estelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et en revanche, si vous avez des questions à poser pendant le webinaire à Myriam, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, puisqu'on viendra piocher les questions au fur et à mesure dans cet onglet. J'ai fait le tour, donc sans plus attendre, Myriam, vous êtes Product Marketing Manager chez Cegid. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Cegid aussi par la même occasion? Oui, bien sûr. Donc, je suis Myriam. En effet, je suis Product Marketing Manager dans la division MME, qui est une nouvelle division qu'on a créée en début de cette année, qui est dédiée aux entreprises, on va dire, de plus de 50 collaborateurs sur tous les processus, entre autres RH, finance, trésor. Voilà, on a atteint pas loin du milliard, on y est presque, de chiffre d'affaires, dans une distribution d'ensemble de nos solutions dans 130 pays et plus de 5000 collaborateurs et 750 000 clients. Voilà, on a en effet triplé notre chiffre d'affaires en 6 ans. Merci Myriam. Alors, pour le coup, c'est pas la première fois que vous venez parmi nous. C'est vrai. On s'est déjà retrouvés en novembre dernier, si je me trompe pas, pour le dernier webinaire qu'on a fait ensemble. Quoi de neuf chez Cegid depuis novembre? Alors, vous imaginez qu'on peut pas tripler de chiffre d'affaires seulement avec de la croissance organique, et donc, on a annoncé 3 nouvelles acquisitions là, coup sur coup, le 7 janvier, le 13 janvier et le 21 janvier, voyons. Donc plutôt pour alimenter les marchés espagnols et allemands, et plutôt sur la division petite entreprise, parce qu'en effet, j'ai pas dit, c'est ce qui est nouveau en fait, c'est qu'on a divisé l'entreprise en deux. Une division pour les petites entreprises et une division pour les plus grandes, dans laquelle je suis. Et en effet, ces 3 acquisitions qu'on vient de faire sont plutôt pour les petites entreprises. Et puis, on a été identifié comme un strong performer le 5 décembre dans le Forrester Wave. Donc, ça, c'est plutôt chouette. On reconnaît notre croissance en tant que belle entreprise française, voilà, qui se développe à l'international et qui a de belles perspectives sur l'avenir. Ouais. Et puis, pour rester toujours dans les actualités, il me semble que vous avez fait récemment quelques annonces autour de l'IA, qui est un autre enjeu un peu actuel. Oui, c'est l'année 2025, c'est vraiment l'année de l'IA. On a énormément travaillé et très vite sur beaucoup de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle que nous nommons Cegid Pulse. Cegid Pulse, si vous regardez un peu sur Internet, vous le trouverez. C'est donc un ensemble d'agents intelligents qui permettent d'irradier un peu l'ensemble de nos solutions au cœur des processus. Et on a plusieurs cas d'usage qui seront déjà livrés dans plusieurs domaines, en particulier dans le domaine de la RH. Il y en a un qui vient d'être livré, qui est sur la gestion des entretiens. Donc, vous êtes en plein dedans. Donc maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité assistée par intelligence artificielle. Et puis, on a 2 autres grands domaines qui seront servis aussi. C'est l'expérience
utilisateur, l'expérience collaborateur, et puis la gestion du recrutement, évidemment, et évidemment dans la suite de la performance, tout ce qui sera autour des skills, c'est-à-dire des compétences. Merci beaucoup, Myriam. Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de digitalisation RH et plus particulièrement de comment est-ce qu'on débute la digitalisation RH. D'ailleurs, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est sans doute que vous vous posez certaines questions. Par où commencer? Quels sont les vrais bénéfices de la digitalisation RH? Qu'est-ce que vous pouvez réellement en tirer? Et on va tenter de répondre à toutes ces questions. Mais avant de commencer, peut-être donner un petit peu de contexte. Et justement, Myriam, chez Cegid, vous avez récemment réalisé un index de maturité RH pour comprendre où les entreprises se situent en la matière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, en effet, dans cet index de maturité RH, en fait, on l'a réitéré, il était déjà disponible il y a 1 an. Comme ça nous permet de suivre les évolutions. C'est un index qui regroupe 840 entretiens de DRH dans le monde, sur lesquels en fait on établit un certain nombre de questions et des niveaux de maturité. Et donc ce qu'on appelle la maturité RH, en fait, c'est la maturité technologique, ça c'est le premier niveau de maturité, le niveau de collaboration, le développement d'activités stratégiques, qui est très interdépendant finalement du rôle de la RH et comment elle arrive à influencer aussi l'entreprise sur sa stratégie. Le deuxième niveau de maturité, c'est le niveau de collaboration. Ce qu'on observe souvent, c'est que peut-être la fonction RH est un petit peu isolée et qu'à partir du moment où elle rentre dans un niveau de collaboration assez développé avec tous les autres services de l'entreprise, on voit qu'elle a plus d'influence et qu'elle a une maturité plus élevée. Et puis, niveau de maturité de stratégie RH, c'est donc, comme je disais, si elle a déjà passé les 2 premiers niveaux, technologique quelque part et collaboration, eh bien, ça veut dire qu'elle s'est souciée elle a une certaine influence, un certain impact sur la stratégie. Et généralement, ça concerne tout ce qui va être l'expérience collaborateur, les politiques d'inclusion ou encore des influences sur la stratégie des compétences, formation, et voilà. Et donc en fait, ce qui est nouveau, donc ces 3 niveaux, on les avait déjà mesurés la dernière fois. Ce qu'on a mesuré en plus, c'est l'appétence à l'IA, parce que beaucoup d'entreprises en parlent, beaucoup d'entreprises la veulent, mais finalement peu voient ce qu'elle pourrait leur apporter dans leur quotidien. Et donc on a identifié des vrais cas d'usage liés à l'IA et de ce qui était attendu par la RH et ces métiers-là dans ces différents processus. Et donc du coup, en fait, ça donne, quand on a ces 3 niveaux, enfin ces 3 sujets d'évaluation de la maturité, donc je répète, technologique, collaboration et stratégie RH, eh bien on peut en tirer 4 niveaux d'index, 4 niveaux: statique, incrémental, progressif, accéléré et disruptif, breakthrough. Ce qu'on a vu dans notre étude globalement, c'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont au niveau statique. Alors qu'est-ce qu'on appelle le niveau statique? C'est que globalement, il n'y a que quelques processus qui sont automatisés. Donc généralement c'est la paye, parce que c'est quand même très complexe de faire la paye sans avoir de processus. Et pour ceux qui ne le feraient pas, quelque part ils l'externalisent. Et puis il y a quelques étapes complémentaires de processus qui sont entre autres le reporting, quelques éléments de reporting, mais très très légers, et quelques entretiens, le processus d'entretien de performance par exemple. Et donc là c'est quand même assez intéressant, puisqu'on voit qu'il y a une marge de progression qui est très importante pour ce niveau. Et surtout, ce qu'on veut donner comme impulsion là aujourd'hui, c'est qu'il faut y aller, parce que d'avancer dans cette digitalisation permettra
aux fonctions RH d'avoir, comme je le disais en introduction, plus d'influence auprès de la direction générale, plus d'impact sur l'ensemble des processus, et puis surtout d'avoir un certain nombre de données qui permettront d'anticiper les évolutions que les RH doivent gérer au quotidien, quoi. Merci beaucoup, Myriam. Alors, concrètement, qu'est-ce que cet index nous apprend sur justement ce premier niveau de maturité RH qui est le niveau statique. statique. Ouais. Ce niveau statique, en fait, va nous dire, en fait, globalement que il y a 62% des entreprises qu'on a interrogées dans ce niveau-là, hein, qui sont donc qualifiées dans statique, sont avec peu d'automatisation. Donc peu d'automatisation, ça veut dire, par exemple, les entretiens, quoi. En gros. Okay. Voilà. Et 38% sont inexistants, voire hyper limités. Donc c'est quand même une grosse partie de ce statut-là. Que le niveau de collaboration aussi est assez faible dans ce niveau statique. C'est-à-dire que finalement, la RH collabore assez peu avec les autres services, de manière ad hoc pour 20%, et plutôt en silo à 70%. Donc entre les équipes RH, quoi, ça me collabore bien, mais pas au-delà. Pas trop avec les autres. Donc voilà. Donc ça donne pas le moyen d'avoir de l'influence aussi, hein, sur les autres services. Et puis alors là, les rapports, je pense que c'est ça qui permet de s'arracher les cheveux aussi, enfin qui est vraiment un des indicateurs qui nous dit que la digitalisation est assez peu avancée, c'est que on met plusieurs jours à faire des rapports ad hoc, plusieurs jours. C'est énervant aujourd'hui dans la situation actuelle où tout est instantané, quoi. Donc on attendra un reporting. Bon, voilà. C'est pas grave. Il y a un téléphone qui sonne en fond, on espère que vous entendez pas trop. Ça risque de s'arrêter dans quelques secondes. Désolée pour le dérangement. Et donc du coup, c'est dans cette phase, il faut se lancer dans l'automatisation, examiner quelque part la charge de travail qui est manuelle, voilà. Et puis s'assurer aussi surtout du soutien de la direction si on veut avancer un peu plus dans ces processus. Voilà. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que globalement plus de la moitié de ces entreprises qui sont dans ce statut ne collaborent pas avec la direction générale, souvent, et ne disposent pas d'objectifs partagés en collaborateurs, et seulement 28% de ces entreprises qui sont dans ce niveau statique ont vraiment commencé à cartographier des compétences, mais dans un fichier Excel, de manière pas très structurée, et voilà. Merci beaucoup, Myriam. Alors, dans quelques instants, on va prendre vos premières questions. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à les poser, si vous en avez, évidemment, dans la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Moi, j'ai une première question. Est-ce qu'on remarque une corrélation entre le nombre, entre la taille d'une entreprise et son niveau de maturité RH? Oui, clairement, dans notre étude, on l'a bien noté, c'est-à-dire que par exemple, les entreprises de plus de 10 000 salariés sont dans le niveau le plus avancé de digitalisation. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont pratiquement tout digitalisé. Elles sont plutôt en mode remplacement ou amélioration des processus déjà digitalisés. Et donc voilà. Et plus en fait, elles vont avoir je dirais une structure internationale, plus elles vont l'être, puisque c'est plus compliqué aussi à gérer des processus à partir du moment où on est multisite ou qu'on fait beaucoup d'acquisitions d'entreprises. Et on a vu aussi, on a observé aussi, si on va un petit peu plus loin que la taille d'entreprise, c'est les pays, que dans les 840 responsables RH que nous avons interrogés en Europe et en Amérique du Nord et en Amérique latine, eh bien, ceux qui sont les plus avancés en termes de maturité, c'est l'Europe. Mais le Canada, figurez-vous, est très avancé du point de vue digital et ils sont les premiers.
Ok, merci beaucoup. Alors, on a 2 questions pour le moment dans la boîte à questions. La première, c'est une question de Hicham qui demande comment mesurer la véritable maturité RH, sachant que l'appétence digitalisation pourrait être seulement un effet de mode. Ah bah, en fait, on peut mesurer la maturité RH avec un certain nombre d'indicateurs. Et nous, les nôtres qu'on a identifiés, c'est les processus. Donc, les processus paye, processus recrutement, processus gestion de la performance, processus de salary review, ainsi de suite. Tout ce qui peut concerner en fait la RH et de se dire quelles sont quelque part les étapes qui sont déjà digitalisées. Alors, je pense pas que ce soit vraiment un effet de mode. Non, c'est pas un effet de mode. C'est vraiment un effet de fond et ce qui, je pense, a vraiment fait accélérer cette digitalisation, c'est le fait qu'aujourd'hui, tout utilisateur a son application sur son téléphone. On veut l'information tout de suite dès que on veut la consulter et puis on veut faire l'exploitation des données. Parce que à un moment, en fait, à tout moment, on veut savoir, par exemple, si on dispose réellement des compétences dans l'entreprise pour faire face à la croissance qu'on veut réaliser. Donc, à tout moment, on veut augmenter le nombre de candidats pour le recrutement et attirer des nouveaux collaborateurs pour faire face à l'ouverture d'un magasin, ou à la au turnover éventuellement, ou encore à d'autres sujets. Et ça, aujourd'hui, tout le monde est digitalisé, que ce soit les candidats, que ce soit les collaborateurs eux-mêmes, je dirais au quotidien. Donc, c'est même plus une question à se poser, je dirais. Hein, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Il faut y aller. Faut se jeter dans le grand bain. Ouais. Merci beaucoup Myriam. Merci Hicham également pour votre question. On a une autre question de Florence qui vous demande, Myriam, pensez-vous que les directions RH possèdent les bonnes compétences au sein de leur équipe, des RH compris, pour permettre une digitalisation? Alors ça, oui, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un vrai sujet et je pense qu'en fait, les fonctions RH et les collaborateurs dans les DRH doivent elles-mêmes monter en compétences sur comment on doit mener un projet de digitalisation. Comment s'y prendre, d'ailleurs, on y viendra à la fin, parce qu'il y a une question sur ce sujet-là, sur comment on entame un cahier des charges SIRH. Et au même titre, vous savez que l'IA, dans d'autres métiers, hein, il faut se former, en fait. On n'a pas le choix. Il faut évoluer sur les compétences et se faire un propre audit dans son service RH pour savoir si on a les compétences pour entamer une digitalisation au sein de son service. Et dans la réalité, selon les tailles d'entreprise, et ça c'est vrai, puisqu'on a posé la question tout à l'heure, les compétences sont très hétérogènes dans les services RH. Et voilà, donc du coup, c'est d'entamer cet audit, d'entamer cet écart, l'analyse des écarts des compétences pour entamer un projet comme ça, se faire accompagner éventuellement d'un cabinet externe pour monter en compétences en même temps qu'on fait le projet et former toutes les équipes de manière continue et utiliser un projet de digitalisation comme cas d'usage concret. Merci Myriam. Autre question de Sabine. Vous avez parlé d'IA et de votre outil Cegid Pulse qui intègre des cas d'usage pratiques. Est-ce que vous pouvez détailler davantage cette offre? Avec plaisir. Donc là, on a mis à disposition Cegid Pulse dans la gestion des entretiens. Dans la gestion des entretiens en particulier, il y a la possibilité maintenant, au-delà d'avoir la gestion des entretiens et la préparation, donc le collaborateur prépare son entretien en amont. La préparation ensuite, dès que le collaborateur a décidé que sa préparation était bonne et validée, il la partage avec son manager. Le manager voit la préparation du collaborateur et après il y a les discussions. En fait, dans ce formulaire, il y a trois grandes fonctionnalités IA qui ont été intégrées. La première, c'est la transcription. Donc, la transcription, ça permet entre autres de dicter quelque part ce qu'on veut dire dans les différentes questions qui sont posées dans ce formulaire, qui sont totalement personnalisées, et donc d'éviter de le taper au clavier. Et donc cette transcription est améliorée
évidemment avec des vrais mots français, enfin comment dire, des mots. Il interprète vraiment bien en fait ce qu'on dit, quoi. Il enlève les il enlève tous les mots parasites qu'on n'a pas à écrire dans un entretien. Donc c'est mieux qu'une transcription Teams par exemple, évidemment. Et là après il y a une fonction d'amélioration du texte, c'est-à-dire qu'on lui demande en fait de nous faire des suggestions par rapport à ce qui est écrit et de l'enrichir autant que possible avec une meilleure formulation, une valorisation des points forts de la personne qui aurait parfois un petit peu sous-estimé tout ce qu'il a pu décrire. Et puis après, il y a aussi la possibilité de traduire. Donc et ça c'est assez intéressant pour des personnes qui auraient des difficultés à parler une langue dans laquelle l'entretien est réalisé, et ben de donner aussi la possibilité de le traduire, de parler dans sa langue maternelle et de le traduire. Donc ça aussi c'est quand même super bien. Et ce qu'on a observé, c'est que globalement, le temps de préparation, comme je disais, est largement divisé. Alors, je ne peux pas encore vous donner complètement des statistiques publiques sur ce sujet-là, mais on a vraiment observé ça. Et du côté du manager, c'est pareil, c'est-à-dire que lui-même, pour prendre en compte quelque part tout ce qu'il y a dans le formulaire et établir ce que lui il a à dire, ben c'est pareil, il a aussi gagné énormément de temps. Et puis finalement aussi, ça a un autre avantage, c'est l'inclusion. Aussi pour des personnes qui auraient des difficultés à s'exprimer, d'utiliser ces fonctionnalités d'IA. Merci beaucoup, Myriam. Merci Sabine pour votre question. Je sais qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu, mais je vous propose de passer à la deuxième partie et de prendre dans un second temps, puisque il faut avancer. Donc dans cette deuxième partie, on va voir pourquoi la digitalisation des process RH devient de plus en plus cruciale. Et Myriam, justement, quelles sont aujourd'hui les limites des process manuels? Bah, si on se met à la place de Marie, par exemple, qui est DRH et qui a malheureusement pas beaucoup d'outils pour réaliser son identification de talent, c'est l'évolution des compétences, ou encore qui veut vérifier qu'elle est bien conforme à la sécurité, à la RGPD, qui manque de visibilité, de transparence. Bon, par exemple, si on prend le premier sur l'identification des talents, elle aimerait savoir en fait finalement sur qui elle peut compter demain, Marie, c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'elle a dans l'entreprise, quels sont les talents sur lesquels elle peut compter pour faire organiser sa croissance, savoir s'il faut qu'elle recrute, s'il faut qu'elle forme ces nouveaux talents pour faire face aux grands changements marché qui arrivent. Déjà là, imaginez que ce soit totalement manuel, ça veut dire qu'on va le faire dans un fichier Excel. Ça veut dire qu'on va faire du traitement individuel à partir du moment où on a 100, 200, 300, 400, 500 collaborateurs. Bon, sachant que c'est vrai que notre solution est plus pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs. Comment on fait, quoi? Enfin, donc l'analyse devient presque impossible, ça, pour identifier ces talents déjà, les identifier, en plus les classer pour les mettre en haut potentiel. Enfin, voilà, quoi. Faut les donner, faut les synthétiser, il faut les exploiter. Deuxième sujet, c'est les compétences. Alors, on sait que le sujet des compétences est toujours un sujet lancinant, on va dire. On a plein de référentiels de compétences. Mais un des gros problèmes, en fait, des DRH, c'est que ces compétences, elles évoluent tout le temps. Enfin, on peut se rendre compte, là, par exemple, avec l'IA, enfin, il y a encore 2-3 ans, on n'en parlait pas tant que ça, quoi. Donc, comment on fait évoluer ce référentiel de compétences? Et puis surtout, c'est que les nouvelles générations, elles ont des compétences qui étaient même pas dans notre référentiel, par exemple. Donc, comment on est sûr que notre référentiel de compétences est tout le temps à un jour? Bah là, c'est pareil, quoi. Multiplié par le nombre de collaborateurs, multiplié par le nombre de compétences, multiplié par le nombre de métiers, et c'est impossible à suivre en fait. Après, tout ce qui va être processus, par exemple, d'onboarding,
comment faire pour s'assurer que quelque part le collaborateur va suivre bien toutes les étapes dans l'ordre qu'on aimerait pour être conformément, suivi, pour être formé dans le bon ordre sur les technologies, les informations sur les processus industriels qu'on aimerait, et puis pour arriver à une certaine certification, avoir un temps donné pour pouvoir être complètement productif. Bon, voilà. Et puis après, si on suit des sujets, par exemple, de conformité, je vais juste vous donner un petit exemple. Alors, c'est moins dans le sujet, on va dire, statique, hein, mais quand on va faire des salary review, qui va bientôt être le sujet, là, le mois prochain, enfin, ça commence généralement ce mois-là, on a une enveloppe budgétaire. Cette enveloppe budgétaire, eh ben, on doit l'affecter à un certain nombre de collaborateurs. Eh bien, c'est un fichier Excel qu'on va s'envoyer, en fait, avec les données des salaires par email. Bah non, en fait, parce que c'est pas du tout conforme à la RGPD, et si on vous prend en train de faire ça, bah, quelque part, vous avez une amende. Donc, attention, y a des sujets qu'on peut contourner avec de l'Excel, avec du traitement manuel, avec tout plein de méthodes, du Google Form, on peut imaginer plein de choses, mais à un moment donné, en fait, comment on fait pour centraliser toutes ces données, de tous ces processus quelque part, et avoir une vision réelle des compétences, de la performance des collaborateurs et des formations qu'on a pu diffuser auprès de nos collabs et même de leur taux de participation. Ben voilà. Ouais. C'est ce qu'on disait il y a quelques instants, surtout quand dans des grandes entreprises avec beaucoup de collaborateurs, ça devient compliqué. Bah oui, ça devient compliqué. On prend des risques en fait, finalement, à pas digitaliser. Comme je disais, on prend des risques vis-à-vis de la sécurité des données personnelles. On prend des risques de peut-être de perdre des collaborateurs qui étaient peut-être l'avenir de votre entreprise. Et puis on prend des risques parce que si on perd ses collaborateurs, eh ben ils vont pas donner une super bonne image de votre entreprise à l'extérieur. Ils vont peut-être mettre des mauvaises notes sur votre entreprise parce que on s'occupe pas assez d'eux. Leur expérience n'est pas assez bonne. Et puis si vous avez une mauvaise image d'employeur, ben vous n'arrivez plus à recruter. Et puis si vous n'arrivez plus à recruter, je vous donne un petit peu un cas un peu extrême, le tableau super noir. Mais en fait voilà, ça sert à ça, et c'est ça les vrais défis, hein, finalement. Ouais. C'est faire face à la croissance, c'est faire face au changement marché, c'est faire face à éventuellement une réduction des coûts, et sans digitalisation des processus, c'est quand même compliqué de faire tout ça. Et alors, quels sont les freins, enfin, en tout cas les principaux freins qui empêchent les entreprises de se lancer dans cette digitalisation? Alors, ce qu'on a vu dans l'étude, c'est globalement les premiers freins, c'est le soutien de la DG, la direction générale. Même si quelque part les DRH aimeraient bien lancer des processus comme ça, il faut les sous, il faut le budget, puis il faut surtout avoir le soutien de la direction générale. Et c'est principalement le plus gros frein. Et ce qu'on veut faire comprendre, en fait, c'est que si vous arrivez à convaincre le DG d'investir dans la digitalisation de ces processus, vous-même, en tant que DRH, vous aurez plus d'influence et vous aurez plus d'impact sur la stratégie d'entreprise, parce que le DG comprendra qu'en fait, tout ce que vous digitaliserez, tous les processus que vous mettrez en place, auront un impact sur la réduction des coûts, sur la rentabilité, la productivité, la performance des collaborateurs. Et donc, du coup, le DG vous soutiendra encore plus, quoi. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer à une nouvelle pause de questions. Donc, je vous invite encore une fois à poser vos questions si vous voulez. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, c'est très bien. On adore les questions. Alors, il y avait une question de Justine tout à l'heure. Selon vous, dans une entreprise de 2500 collaborateurs, est-ce à la DRH de porter le projet de digitalisation ou à la DSI?
Alors là, ça dépend beaucoup en fait de la liberté de la DRH sur ce genre de projet. Dans tous les cas, d'ailleurs, on avait fait des ateliers là-dessus. Finalement, c'est un couple indispensable entre la DRH et la DSI. Donc, vous pouvez pas faire sans la DSI. Mm. Ça, c'est sûr. Par contre, nous, on pense que c'est la DRH qui doit porter le projet. C'est-à-dire que c'est la DRH qui doit porter le projet parce que c'est le métier avant tout, avec le soutien de la direction générale, comme je le disais, ça c'est obligatoire, et le support de la DSI, parce que sans eux, vous pourrez pas quelque part vous assurer de la sécurité, vous assurer que l'ensemble de la diffusion de l'outil soit bonne auprès des collaborateurs. Et surtout, c'est que ce qu'on a vu aussi, c'est l'adoption. C'est-à-dire que vous pouvez pas aussi, la DRH, assurer que l'adoption de votre outil soit 100% efficace sans la DSI. Parce que la DSI sera un soutien au développement de l'adoption de votre outil. Si votre outil est adopté, eh ben, il aura plus d'impact. Voilà, ça va pas sans l'autre. Mais pour nous, oui, l'entreprise de 2500 collaborateurs devrait pouvoir, la DRH devrait pouvoir porter le projet en leader. Merci beaucoup. Merci Justine également pour votre question. Autre question de Hicham, marque employeur marketing RH. Est-ce que la digitalisation, c'est beaucoup plus compliqué à dire ce mot qu'on ne le pense. Est-ce que la digitalisation peut être un véritable allié, surtout avec la Ah bah génération alors Z? là, oui, 10 fois oui. Euh, En fait, la génération Z, en effet, est très connectée. Et elle ne supporte pas de se postuler avec plus de un clic, quoi. Donc, si vous avez fait un site carrière dans lequel, première étape, vous remplissez des informations. Donc, deuxième étape, vous remettez votre CV et les informations qui sont sur votre CV. Troisième étape, voilà, je veux dire, c'est bon, vous avez perdu le candidat en fait. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est soigner sa marque employeur avec la formalisation, je dirais, d'offres d'emploi qui soient hyper attractives, avec le mot du manager, que le manager soit impliqué dans ce processus-là, et que quelque part le collaborateur aussi, futur collaborateur, sache exactement où il doit postuler, parce que rien de pire pour un Gen Z en plus de postuler à un endroit où il veut pas travailler, parce que maintenant ils choisissent des endroits où ils veulent travailler, et que ce soit pas trop loin de leur lieu de travail, enfin de leur lieu d'habitation, avec des horaires qui leur conviennent. Bon, voilà, tout ça doit être absolument très bien expliqué, limpide, et surtout permettre aux candidats de postuler en un clic. Et puis, on a encore deux autres sujets. C'est le chatbot, d'avoir une interaction immédiate avec de l'IA. Donc ça, c'est les autres innovations, entre autres, qu'on délivre sur les sites de recrutement, sites carrière. Donc ça, c'est le deuxième sujet qui est super important pour les Gen Z. Et puis le troisième sujet, c'est WhatsApp, c'est-à-dire d'avoir la possibilité aussi d'interagir avec le candidat par WhatsApp, soit pour vérifier la qualification de la candidature en live avec WhatsApp, soit pour prendre rendez-vous direct, sans même quelque part avoir rempli l'ensemble des formulaires. Les Gen Z, ils veulent tout de suite, quoi. Et d'une manière super simple et avec les outils qu'ils sont habitués d'utiliser comme WhatsApp. Merci beaucoup Myriam et merci Hicham pour votre question. Passons tout de suite à la troisième partie du webinaire. Comment est-ce que concrètement on fait pour transformer les obstacles en opportunités grâce à la digitalisation RH? Myriam. Alors, j'en ai déjà pas mal parlé. Je pense que le grand principe déjà, c'est d'avoir ce qu'on appelle un core HR dans le principe d'un SIRH. Un core HR, c'est un moyen quelque part de centraliser toutes les données qui peuvent être liées aux collaborateurs, toutes les données administratives, et dans un seul et même outil. Ça, c'est
on va dire, La base. ouais, c'est la base. Et après, qu'en fait, quand on a les données et que quelque part on a l'outil qui permet de s'adapter à l'organisation de l'entreprise, qu'elle soit centralisée, décentralisée, internationale, ce que vous voulez, ben c'est de passer à la deuxième étape, qui est de mettre en place les autres processus RH, comme par exemple les entretiens ou la formation ou le recrutement, hein, selon les priorités que vous avez définies. Alors généralement, dans un projet SIRH, on a les trois, mais peut-être que vous avez une priorité qui est plus urgente que les autres, hein, comme personne qui a posé la question sur le recrutement, c'est peut-être un sujet pour eux. Voilà. Et puis d'avoir ce qu'on appelle une gouvernance agile des données. Ça permet par exemple, si vous avez des sites à l'international, et laisser la liberté à ces sites internationaux de gérer leurs données librement, parce que vous-même en tant que DRH, vous voulez pas plus vous impliquer que ça, que vous avez des DRH décentralisés, bah, d'avoir le core HR qui permet de le faire ça. Et ce qu'on appelle, nous on a un core HR un peu hybride qui permet complètement de s'adapter à l'organisation de l'entreprise et de s'aligner en fonction de la manière dont vous voulez gérer les processus dans les filiales, dans les différents pays ou encore dans les dernières entreprises que vous avez pu acquérir pour assurer votre croissance. Et donc voilà. Et généralement, en fait, c'est ce premier obstacle qu'on va résoudre, c'est d'avoir un peu ce fameux socle RH qui nous permet un peu de centraliser. Et puis après, ben, passer aux autres processus, comme je le disais. Et donc, si on avait à résumer, on dirait centraliser des données. Donc, en adoptant du coup les solutions numériques, on peut centraliser donc l'accès, l'analyse, la meilleure prise de décision et les processus de développement de talent et les transformer en réelle opportunité. Deuxième axe, c'est d'améliorer donc les développements individuels avec des décisions éclairées sur chacun des collaborateurs et d'avoir toujours cette flexibilité, cette adaptabilité en fonction de comment l'entreprise va évoluer, comment elle va se développer. Et sur ce sujet d'adaptabilité et de quelque part d'évolution, ce qui rentre en plus en jeu, c'est le SIRH déjà en place et éventuellement tous les outils qui sont déjà en place. Parce que les entreprises qui sont dans le statut un peu statique, comme je disais, malgré tout, j'ai dit qu'elles avaient peut-être un processus qui était déjà un peu digitalisé. Ben, ça veut dire que quand on passera à la phase digitalisation de l'ensemble des processus, eh ben, on va être face à la connexion éventuellement à d'autres outils déjà, par exemple de recrutement ou d'onboarding ou de paye ou de formation qui sont déjà en place. Et là, ce qui est super important, c'est de chercher, de créer, enfin de choisir un outil qui a ce qu'on appelle des API. Des API, ça permet d'échanger des données avec tous des systèmes hétérogènes et de centraliser du coup les données qui pourraient être créées dans tous ces outils périphériques dans le core HR. Et comme ça, en fait, même si vous prenez pas toute une suite comme celle de CJDHR, bah, vous pouvez déjà commencer à centraliser vos données et bénéficier d'analyses croisées et ainsi de suite. Et puis surtout, bénéficier aussi de la sécurité des données et puis commencer à travailler l'harmonisation des processus. Merci beaucoup Myriam. Alors malheureusement, le temps file. Ah bon, zut. Je suis bien moi ici. Bah oui. Nous aussi on est bien, mais on va quand même essayer de respecter. On peut dépasser un petit peu, mais bon. Ouais. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner les premières étapes très concrètes lorsqu'on débute en digitalisation? Alors, j'en ai 10. J'ai le temps de le faire. Donc, non, mais globalement, si vous voulez vous lancer dans cette digitalisation, le mieux, c'est de faire un cahier des charges.
Alors, vous allez me dire, mais oui, mais moi, en tant que DRH, un cahier des charges, j'en ai jamais fait. OK. En fait, c'est assez simple. Alors, la première étape, c'est de définir vos objectifs. Donc, c'est de clarifier les buts du projet, les bénéfices attendus de cette automatisation des processus RH. On a vu tout à l'heure, on avait une question sur le recrutement. Peut-être que c'est ça. Le premier bénéfice que vous voulez avoir, c'est d'attirer la génération Z. Il faut la chiffrer, il faut voir comment c'est aujourd'hui et quels sont vos résultats, combien de candidatures vous avez à ce jour et qu'est-ce que vous voulez atteindre demain pour pouvoir automatiser et avoir des meilleurs résultats sur ce sujet-là. Bon. Deuxième, c'est de constituer une équipe projet. Ça semble assez simple comme idée, et là, en l'occurrence, on a eu la question tout à l'heure, c'est RH, IT, management et surtout d'avoir le support de la direction générale. Troisième sujet, c'est d'analyser l'existant. Comme je le disais aussi tout à l'heure, peut-être que vous avez commencé à digitaliser 1 ou 2 processus. Eh bien, faites en sorte déjà de savoir ce qui est bien dans ce que vous avez fait, ce qui est moins bien, et d'avoir un peu cette analyse d'existant. Troisième, c'est le contexte et les enjeux. Présenter vraiment le contexte du projet, les enjeux, la description de l'entreprise et pourquoi vous voulez le faire. Parce que quelque part, c'est peut-être vous avez un enjeu de croissance, vous avez un enjeu d'acquisition de nouvelles entreprises, vous avez un enjeu de faire face je sais pas, à la transformation écologique qui impacte votre entreprise. Voilà, quatrième donc. Cinquième, c'est l'expression de besoin. C'est de détailler vraiment tous les besoins fonctionnels. Les besoins fonctionnels, processus RH, performance, formation et technique. Ça, c'est cinquième. Le sixième, c'est les contraintes et les prérequis. Donc, énumérer toutes les contraintes budgétaires, temporelles, prérequis techniques. Septième, c'est la sélection des fournisseurs. Et c'est là où on rentre en jeu. C'est d'établir les critères qui vous semblent importants. Publier un appel d'offres, évaluer les propositions. Huitième, c'est planifier la mise en œuvre pour élaborer un plan de déploiement. Les jalons, la gestion du changement, très important. La question de conduite du changement et je vous parlais d'adoption. Si vous faites un projet et qu'il n'y a personne pour l'adopter, ça sert à rien. Neuvième, c'est les tests et les validations, d'effectuer tous les tests fonctionnels, de valider avec des groupes pilotes. Et dixième, c'est le suivi des améliorations et voilà, d'avoir des indicateurs qui vous permettent entre autres de suivre cette adoption dont je parlais, puis d'avoir des retours d'utilisateurs, des améliorations. Puis après, on a des détails de besoins fonctionnels, mais je sais pas si j'ai eu le temps. Allez, soyons fous. Par exemple, dans les besoins fonctionnels, il faut que vous détaillez ce que vous attendez du recrutement, c'est-à-dire la gestion des offres d'emploi, des candidatures, des processus d'intégration. Qu'est-ce que vous attendez pour attirer ces nouveaux collaborateurs? Deuxième, sur la gestion des talents. Qu'est-ce que vous attendez dans point de vue fonctionnel? Vous voulez gérer les compétences, vous voulez gérer la planification des carrières, vous voulez gérer les évaluations de la performance, la gestion des révisions salariales, vous voulez cartographier vos talents. Troisième, c'est l'évaluation annuelle de la performance. Vous voulez évidemment diffuser les objectifs d'entreprise auprès des collaborateurs. Vous voulez les évaluer, faire des rapports. Est-ce que vous voulez du feedback continu? Planification de la formation. Est-ce que vous voulez gérer un catalogue de formation? Est-ce que vous voulez gérer les inscriptions? Est-ce que vous voulez gérer les évaluations, les certifications? Et suivi des compétences. Est-ce que vous voulez suivre les compétences avec des parcours de formation, des rapports de développement des compétences? Est-ce que vous voulez collecter les compétences au travers du recrutement, mais aussi des entretiens et de la formation? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser et puis surtout ne pas oublier les aspects techniques avec la DSI, entre autres avec l'intégration des outils existants, la sécurité, la confidentialité et toutes les interfaces. Merci beaucoup Myriam pour ces différentes étapes que vous nous avez présentées. Alors, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, mais on va quand même prendre la question d'Hicham. La digitalisation RH dans des organisations à but non lucratif est-elle
assez spécifique par rapport à celle des entreprises? Alors là, vous me posez une colle. Je pense que non. Je pense qu'on a beaucoup d'associations dans nos clients. Donc, elle n'est pas spécialement spécifique. Ce qui sera assez important, c'est d'avoir conseil d'administration de votre côté. Voilà, c'est ça qui sera le plus important, c'est-à-dire qu'ils partagent votre projet, autant que pourrait le faire un directeur général, et qu'on ait le soutien du comité complet, qui comprennent ce que ça va leur apporter à tous, y compris les adhérents, que les collaborateurs salariés, que tout le monde. Donc, non, je dirais que c'est les mêmes types de processus. La seule chose peut-être qui peut peut-être être impactée, parce qu'on a pas mal de mutuelles en fait qui sont en mode associatif aussi, mais c'est peut-être les aspects budgétaires où il faut s'assurer évidemment d'avoir un budget suffisant pour digitaliser les processus que vous aurez choisi de digitaliser. Voilà. De le faire, pourquoi pas progressivement, comme on le disait, c'est-à-dire que vous commencez par une maturité statique, vous commencez par 1 ou 2, et puis petit à petit, vous progressez dans tous les processus que j'ai cités, et pour arriver à une digitalisation complète et automatisée. Merci beaucoup. Merci Hicham pour cette question. Avant de se dire au revoir, j'ai encore 2 petites questions pour vous, Myriam. Des questions traditionnelles des webinaires Parlons RH. La première, c'est le coup de com'. Alors oui, ouais, coup de com', c'est le livre blanc des tendances RH. Je crois qu'on va vous partager un lien. Qui vient d'arriver dans le chat. Qui vient d'arriver dans le chat, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est super intéressant, je pense. Ça va vous donner des idées. Il a été fait avec un collaborateur supplémentaire qui est l'IA, mais aussi avec des experts RH, évidemment. Nous, au quotidien, on utilise l'IA, même en tant que PMM, Product Marketing Manager. Donc ça, ouais, c'est intéressant comme, je pense. Merci beaucoup. Et le coup de cœur. Coup de cœur, on a une belle photo là juste après. C'est le RH. Voilà, on a fait le RH Tech salon HR là. C'était la semaine dernière. Oui, absolument. Et ce qui était chouette, c'est qu'on a eu plus de 2000 participants sur notre stand qui ont fait des photos, parce qu'on avait un outil pour faire des photos assez rigolotes, et puis plus de 12 000 visiteurs. Donc faut absolument, si vous n'êtes pas venu cette année, venez l'année prochaine et puis passez sur notre stand. Merci beaucoup Myriam. Merci à tous et à toutes pour votre participation, pour votre présence aujourd'hui, pour toutes les questions que vous avez posées dans le chat. C'est toujours un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup Myriam d'avoir été présente. Avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, je vous souhaite un bon appétit, puisque c'est bientôt. Merci, bon appétit, à bientôt, au revoir.